Merci de rester avec nous pour la dernière partie de New World Forum. La problématique du jour, c'est l'union ou l'unité africaine à l'épreuve de la pandémie à coronavirus. Nos invités, Komi Akpa, il est le directeur exécutif de l'ONG Partage et Action en synergie pour le développement PACID. Il est membre et surtout vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de l'ECOSOC, Union africaine. ECOSOC, c'est le Conseil économique et social et culturel de l'Union africaine. Nous sommes au plateau également avec Dr Djanikbo Oni. Il est médecin spécialiste en imagerie médicale, le secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Togo. Il est membre également de l'Association des médecins du Togo, une association qui nous fournit de temps en temps du personnel de santé pour animer notre débat. C'est le cas aujourd'hui. Merci à l'AMT et son président, Cissé Alassane. Nous sommes en ligne, en duplex de Conakry, en Guinée, avec Paul Amegapou. Il est le représentant résident de India National Democratic Institute à Conakry, en Guinée. Et pour cette seconde partie, d'ailleurs, je commence avec vous, Paul Amegapou. Alors, on a évoqué différents problèmes pour cimenter l'union ou l'unité africaine. Est-ce que parmi ces problèmes, est-ce qu'on peut évoquer le manque de leadership? Est-ce qu'il manque un leader pour incarner la dynamique unitaire de l'Afrique, Paul Amegapou? Oui et non. Oui, dans la mesure où toute vision doit naturellement être portée par des leaders qui seront à même de drainer le reste de la population ou des forces vives autour de cette vision. Nous avons connu dans l'histoire africaine plusieurs leaders, que ce soit Nkrumah, Thomas Sankara, Patrick Lumumba et beaucoup d'autres, j'en passe, vous oubliez Muammar Kadhafi, qui ont été des leaders incontestés. Dans une histoire récente, nous pourrons citer Muammar Kadhafi, qui avait une vision claire pour l'unité africaine et qui avait également donné ou mis à disposition des moyens pour réussir cette vision, pour réaliser cette vision. Des moyens à la fois économiques, politiques et aussi culturels. Nous avons également connu des leaders comme Abdoulaye Wade, qui, durant sa décennie au pouvoir au Sénégal, avait apporté des contributions substantielles à la construction de l'unité africaine, qui, selon lui, devrait passer par des réalisations concrètes qui débalkanisent l'Afrique et qui aident à réunir les peuples et à faciliter les transactions, les échanges culturels, commerciaux et aussi humains entre les peuples. Aujourd'hui, évidemment, nous nous posons des questions de savoir si il faudrait encore un champion pour réaliser l'unité africaine. À notre avis, cela ne serait plus nécessairement adapté à la réalité de la géopolitique actuelle. Il faudrait certainement avoir des leaders qui peuvent réunir les différents blocs régionaux. Nous avons besoin au niveau de la CEDEAO, de la SADC et des autres blocs régionaux, des leaders politiques à même de foisonner les énergies devant concourir à réaliser l'unité africaine pour justement faire face au choc exogène dont nous avons parlé tantôt. Nous pourrons nous inspirer de la situation de l'Union européenne. Il est vrai, l'Union européenne a connu une longue histoire, mais aujourd'hui, il ne fait aucun doute que la réalisation ou la consolidation de l'unité européenne est beaucoup plus l'apanage du couple Allemagne-France, sinon d'Angela Merkel et aujourd'hui de Macron et ses prédécesseurs. Et donc, il est important que
nous voyons la question pas sous l'angle d'un leader au singulier ou isolé, mais beaucoup plus des leaders africains, hommes et femmes, qui répondent et se présentent comme légitimes aux yeux des différents blocs sous-régionaux pour porter évidemment l'aspiration de l'Afrique à s'unir, à être un bloc politique, un bloc économique, un bloc culturel pour faire face aux enjeux actuels de la globalisation. Vous pensez beaucoup plus donc pour la pluralité de leadership. Est-ce que vous avez en mémoire les sorts qui est souvent jetés à ces différents leaders, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi, Thomas Sankara, eux tous sont allés à la trappe, parfois épinglés par l'étranger dominateur. Est-ce ce que vous voulez éviter en demandant une multiplicité du leadership pour en arriver à l'Union africaine? Oui, je n'avais pas très bien saisi la question, mais je pourrais dire tout simplement qu'on a besoin d'une certaine légitimité des leaders qui doivent incarner l'unité de l'Afrique. Ces leaders doivent avoir à la fois la légitimité de leur peuple et donc un processus de sélection qui soit démocratique, mais aussi une vision, une philosophie de réalisation de l'unité et de la solidarité africaine qui soit comprise par les peuples africains. Je l'avais dit tantôt, nous avons un continent unique géographiquement, mais un continent pluriel en termes de peuples et des différentes pratiques qui le composent. Et donc le continent africain doit être capable de produire des leaders qui seraient revêtis de la légitimité. Et c'est là où intervient la question de la démocratie, de la gouvernance démocratique. Aujourd'hui, que ce soit au niveau du Parlement africain ou d'autres institutions africaines, le processus de sélection de ces leaders est souvent remis en cause, sinon mal compris par les forces vives du continent. Comment est-ce que le président de la Commission de l'Union africaine est choisi? Quelle est sa légitimité au niveau des autres institutions de l'Union africaine? Quel est le processus de la sélection de ses représentants? Est-ce que le processus a été démocratique? Je pense que c'est là où se trouve la question essentielle. Il faudrait que des réflexions approfondies soient menées pour davantage démocratiser le processus de sélection des leaders qui doivent incarner l'unité et la solidarité africaine dans les années à venir. Oui, combien pas est-ce que l'Afrique manque de leaders pour amorcer son union? À mon sens, non. L'Afrique ne manque pas de leaders. L'Afrique a toujours eu de grands leaders. Muammar Kadhafi, par exemple, a été un très grand leader, un visionnaire. Et quand déjà il avait un projet de construire une banque centrale africaine, et il avait un projet de faire le Fonds monétaire africain à l'image du FMI. Il avait une idée et il avait un projet de mettre dans le ciel beaucoup de satellites pour éviter que la télécommunication soit encore dépendante des métropoles. Donc ça, c'est un grand leader avec une bonne vision. Mais regardez le sort qui lui a été réservé. Oui, bien sûr. Ça, c'est les interférences dont nous parlions aujourd'hui, les facteurs exogènes dont nous parlons, parce que si on n'arrive pas à trouver des solutions pour ces facteurs-là, il y aura toujours des déstabilisations sur déstabilisations et les progrès seront toujours perturbés par moments. Les dernières années, quand nous prenons par exemple le président Kagame, le président Paul Kagame, c'est quelqu'un qui a aussi une très bonne vision de l'Afrique.
c'est lui qui a introduit la réforme de l'Union africaine. Et quand vous voyez le contenu de ces réformes-là, et le but final de ces réformes-là, c'est l'efficacité de l'Union africaine, parce qu'il a trouvé que l'Union africaine n'était pas suffisamment efficace. Et il faut la rendre efficace. Et toutes les réformes qu'il a proposées et dont il a assuré le leadership, ces réformes sont destinées à rendre l'institution continentale plus efficace, mieux connue et mieux appropriée par les peuples africains. Docteur Djanifo Oni, je voudrais aborder avec vous maintenant le gros problème qu'a révélé cette pandémie à coronavirus, c'est-à-dire la fragilité du système de santé en Afrique. On le savait, mais avec l'arrivée de cette pandémie, on s'est beaucoup plus découvert. Vous avez un système de santé très, très fragile en termes d'infrastructure, en termes de personnel. Ça a été limite, non? Je n'aime pas que ça a été, c'est limite. L'Afrique n'est pas préparée à faire face à des épidémies. L'Afrique n'a pas réfléchi à mettre en place une structure résiliente qui puisse lui permettre de rencontrer, de répondre à une guerre, à une truc de grande envergure. Du coup, quand on s'est vu en face de la pandémie, même l'OMS est allé jusqu'à dire que ce qui va se passer en Afrique serait pire que ce qui se passe en Europe. Mais bon, vu que nous avons essayé de mettre en place le minimum que nous avons et de tourner toutes nos actions pour le Covid-19, nous avons pu limiter les dégâts. Oui, mais le problème vient d'où? Est-ce que c'est la faute au pouvoir public ou aux praticiens de la santé qui n'ont pas su tirer la sonnette d'alarme, qui n'ont pas demandé les moyens qu'il faut, qui n'ont pas proposé le chemin qui conviendrait de faire face à ce genre de situation? Le réel problème, c'est que la santé n'est pas réellement une priorité en Afrique. Il y a les pays du Nord qui ont mis en place des systèmes de santé qui leur permettent de soigner leur population, mais pas de faire face à des problèmes de grande envergure. Mais il y a des pays de la région sud-africaine qui n'ont même pas le budget qui permet de soigner la population qui est chez eux, qui permet de mettre en place les équipements nécessaires pour faire face aux problèmes de santé qui se posent. Il y a des pays entiers qui sont dépourvus de politique de cancer. Il y a des pays qui n'ont pas de médicaments contre le diabète. Il y a des pays où il n'y a pas de politique d'hypertension artérielle. Ce n'est pas à ces pays qu'il faut demander de faire face à une pandémie. Nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs. On va prendre le 90 18 67, 90 70. Non, 90 18 67. Je rappelle qu'ils peuvent participer à ce plateau en nous posant des questions sur nos plateformes réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter. Donc 90 18 67, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, avec la pandémie de la Covid-19, on a pu découvrir que l'Union européenne n'est pas vraiment unie. L'Afrique ne peut-elle pas profiter pour se souder définitivement plutôt que de se laisser manipuler par les chefs d'État européens? Docteur Oni? C'est difficile devant une guerre internationale, comme l'a dit le président Macron, de demander à un pays de se faire aider ou d'aller aider un autre pays. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a voulu se protéger d'abord avant de penser à voir ce qui se passe chez l'autre, si c'est une bonne méthode, une bonne action ou pas. Prenez l'exemple de l'Italie qui s'est retrouvée toute seule et quand l'Allemagne arrivait à s'en sortir. Donc si l'Allemagne, qui a une meilleure option face au Covid-19, n'a pas aidé la France, n'a pas aidé l'Italie, n'a pas proposé son aide à la Grande-Bretagne, je ne vois pas le Togo en train d'aider le Ghana, avec lequel on n'a pas les mêmes options, ou aller vers le Bénin, qui n'a pas le même protocole thérapeutique que nous.
Donc, on parlait de leadership. Je voudrais qu'on aborde maintenant le cas Gbagbo, l'ancien président ivoirien, dont on connaît le sort aujourd'hui, qui s'est retrouvé entre mains de la Cour pénale internationale et dont on a eu de bonnes nouvelles ces derniers temps. Il n'est pas relaxé, mais un peu plus libre de ses mouvements. Mais Paul Amegampo, je voudrais vous demander si Gbagbo est un exemple de leadership, de panafricaniste, où il s'agit simplement d'un opportuniste qui s'est saisi d'une situation politique pour se retrouver dans une peau, pour se faire beaucoup plus de popularité. Gbagbo, qui est-il C'est selon une vous? importante question, je pense, qui mérite d'être abordée sous différents angles. Parce que Laurent Gbagbo, d'abord, c'est un ancien politicien opposant de plusieurs années, depuis l'ère démocratique de 90, puis ensuite un chef d'État qui avait pris le pouvoir de manière démocratique, mais dans un contexte insurrectionnel où il y avait un vent d'impérialisme qui soufflait sur son pays, la Côte d'Ivoire à l'époque. La Côte d'Ivoire avait un lien séculaire avec la France, l'ancien colon, et qui, au fur des années, s'est transformé en une relation à la fois diplomatique, économique et pourquoi pas stratégique, vu la place que la Côte d'Ivoire occupait dans la zone CFA comme la locomotive économique de cette zone. Ce que nous pourrons reconnaître sans nul doute de notre paix à l'homme politique qu'est Laurent Gbagbo, c'est un nationaliste. C'est quelqu'un qui a une affection passionnée à son pays, la Côte d'Ivoire, et aux différentes valeurs que possède la Côte d'Ivoire. Et sans nul doute, ces valeurs sont partagées par beaucoup de pays voisins, donc d'Afrique de l'Ouest, et certainement au-delà. Mais faire de Laurent Gbagbo, pour ce faire, un anti-impérialiste, beaucoup plus qu'un panafricain, je pense que oui, la question mérite d'être évoquée sous l'angle de ce que représente le panafricanisme aujourd'hui. Le panafricanisme d'aujourd'hui s'incarne par les efforts qui sont entrepris pour souder l'unité et la solidarité des peuples africains, du continent africain face aux défis du développement, de l'éradication de la pauvreté, de la valorisation de ses cultures et d'une moindre emprise vis-à-vis de l'impérialisme. Parce qu'évidemment, il ne fait aucun nul doute que les pays africains sont toujours dépendants de certains pays occidentaux, d'où le plein sens de l'impérialisme que subit encore le continent. Mais Laurent Gbagbo n'avait pas posé d'actes concrets lors de sa mandature pour prouver qu'effectivement, il était résolument inscrit dans la bataille de libération de l'Afrique. Il y avait eu le processus de NEPAD, du Mayeb et de tout le reste que nous avions évoqué tantôt. Mais Laurent Gbagbo, l'historien qu'il est, n'a pas de manière univoque apporté sa contribution pour bâtir le socle de l'unité africaine. Et donc, nous voyons M. Gbagbo plutôt comme un nationaliste, ensuite mieux comme un anti-impérialiste, mais pas vraiment un panafricaniste au sens propre du terme. La passion de pouvoir recruter ici et là les chantres du panafricanisme avait amené certains intellectuels, certains acteurs de la société civile, certains acteurs politiques à vouloir coopter Laurent Gbagbo comme un panafricain, un panafricaniste convaincu. Mais je pense que c'est fortement à relativiser. Maintenant qu'il doit bénéficier d'une liberté plus grande
et peut-être d'une libération totale, nous allons voir quel rôle il pourrait jouer dans les institutions africaines ou aux côtés de la communauté d'intellectuels ou de la société civile africaine pour faire face aux enjeux de l'heure, ceux de réaliser les objectifs inscrits dans l'agenda 2063. Sinon, lorsqu'on s'en tient aux faits historiques récents, il n'est pas univoque d'affirmer que Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Comme il n'y a pas la ferveur que soulève l'affaire Gbagbo, plus l'activisme de certains panafricanistes comme Kémy Séba, on peut ajouter Corvi Gomez ou encore votre compatriote Kakonou Boupo. Est-ce que cette ferveur peut aider à atteindre l'objectif de l'Union africaine ou pour vous il faut dépassionner le débat, aborder le problème autrement? Vous savez que l'Union africaine a en projet une monnaie unique qui doit démarrer au niveau régional. L'Afrique a 5 régions. La région Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique centrale et Afrique du Nord. Et ce projet est en train de démarrer chez nous avec l'adoption de l'ECO comme monnaie unique de la CEDEAO. Ça, c'est quelque chose à saluer. Et je crois que le rôle des activistes aussi est déterminant dans ce combat. Tout ce qu'on voit quelqu'un comme Kakonou Boupo faire avec d'autres professeurs d'économie, comment il s'appelle, l'Ivoirien là, j'oublie le nom aussi. Oui, Adama Koulibaly. Quand je vois tout ce qu'ils sont en train de faire, soutenus par des activistes comme Kémy Séba, je pense que tout ça là, ça aide à mettre la pression pour aller dans le sens de ce projet de monnaie unique. Parce que la monnaie unique, vous voyez, quand nous, on voyage dans les pays qui utilisent le CFA, on est toujours c'est très confortable de pouvoir utiliser la monnaie, on n'a aucun problème. Quand on va au Ghana à côté, on ne peut pas, on n'a plus le même confort. On doit changer de monnaie avant de pouvoir faire les transactions. Et imaginez que les 54 pays de l'Afrique adoptaient une monnaie unique où on peut aller jusqu'en Afrique du Sud avec la même monnaie, on peut aller jusqu'au Maroc et jusqu'en Égypte avec la même monnaie. Ça serait génial pour l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas minimiser l'action de ceux qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient activistes, qu'ils soient juste de simples citoyens, essaient d'apporter de l'eau au moulin. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de populisme de ces activistes qui, in fine, risque d'être nuisible pour le... Bon. En quoi ça serait nuisible? Ce qu'ils disent, ils ne disent rien qui vraiment choque. Ils ne disent rien qui vraiment sorte de la logique, du bon sens. Nuisible parce qu'ils s'exposent, et en s'exposant, on sait ce qui est arrivé à des panafricanistes convaincus comme Thomas Sankara, parce que... à force de vouloir taper trop fort le tam-tam, ça s'explose aussi parfois. C'est en ce sens que je parle de nuisible. Oui, mais quand je vois par exemple, je prends l'exemple de Kakonou Boupo. Il a publié un livre et qu'il a fait écrire ensemble par un groupe d'intellectuels. Il donne des interviews, il anime des conférences. Je ne vois pas encore d'excès dans ce qu'il est en train de faire. Et à mon avis, il est toujours dans la droite ligne des contributions positives pour l'adoption d'une monnaie unique en Afrique. Parce que le franc CFA, nous tous, nous connaissons son histoire. Nous savons aussi que la gestion de cette monnaie divise les États africains jusqu'à présent. Ça divise parce que ce n'est pas
la gestion normale qui devrait être faite de cette monnaie qui est en train de se faire jusqu'à présent. Et alors, on se pose la question, est-ce qu'il faut continuer avec cette monnaie? Aujourd'hui, où les lignes ont commencé à bouger, où l'éco est adopté, si ce n'est pas les petits malentendus qui sont encore autour de ça, où certains présentent la chose comme si l'éco est une mutation du CFA, alors que l'éco est un projet indépendant de la CEDEAO et qu'il y a du côté de l'UEMOA le projet d'abandon du CFA. Et donc, l'abandon du CFA favorise l'adoption de l'éco. Et donc, si les choses sont faites de cette façon, il était prévu qu'à partir du 1er juillet de cette année, qu'on puisse avoir la monnaie éco en circulation dans l'ensemble des pays de la CEDEAO. Mais ce rythme a été rompu de façon, on va dire, unilatérale par l'initiative de la France. Ça, c'est une autre histoire sur laquelle on peut revenir. On va prendre une question d'un téléspectateur pour Dr Oldi. 99 45 01, 99 45 01. Alors, je félicite les autorités pour le rejet immédiat de l'hydroxychloroquine après les études de la revue de Lancet. Je proposerais qu'on aide le président malgache pour l'essai de son Covid organique selon les normes par des plaidoyers au niveau de l'OMS. Prière, nous donner des conseils aux autorités de l'enseignement. Donc, pour ne pas, la question n'est pas terminée, mais on a retenu l'essentiel de la question. Docteur Oni, pour lui, il faut accompagner Madagascar à trouver, donc à homologuer son Covid organique. Nous voulons tous accompagner Madagascar. Nous aurions aimé que pour une fois, l'Afrique aussi puisse avoir quelque chose à proposer. Mais par contre, une autorisation de mise sur le marché, pour le moment, comme on n'a pas de normes en Afrique, doit respecter les normes internationales. L'OMS n'a pas pouvoir à interdire un produit si ce produit respecte les différentes étapes d'autorisation de mise sur le marché. Et en plus, le Covid organique est à l'essai dans certains pays, dont le Togo. Mais tant qu'on n'a pas des preuves formelles d'innocuité de ce produit, de bonnes mœurs de ce produit et de résultats sur les patients sur lesquels on est en train de les utiliser, on ne pourra pas faire autre chose que pour le moment de nous méfier entre griffes de ce que nous ne connaissons pas assez. On va prendre une question aussi, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais ça va tomber dans les bonnes oreilles. 90 66 88. 90 66 88. Alors, les cache-nez et solutions hydroalcooliques fabriquées à l'Université de Lomé sont-ils disponibles à l'intérieur du pays? C'est Emmanuel qui nous écrit depuis Dapan. D'abord, il faut peut-être féliciter cette initiative. Covid-19 a réveillé finalement l'Université de Lomé. Le Covid-19 nous a permis de grandes avancées. Il faut déjà accepter ça. C'est une bonne chose que la commission scientifique mise en place à l'université ait pu proposer plusieurs articles qui sont déjà utilisés. Quant à la disponibilité à l'intérieur du pays, surtout à Dapan, je n'ai pas les informations, mais je crois qu'il faut interpeller l'autorité du pays ou la présidence de l'université, voire même la direction du comité scientifique, pour qu'ils mettent leurs produits à disposition de la population à Lomé, dans toutes les villes, et à Dapan. S'il le faut, mettre une antenne à l'université de Kara, où on pourra s'approvisionner. C'est comme il n'y a pas l'université de Lomé qui fabrique du gel hydroalcoolique et des cache-nez. Ça, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Parce que je travaille beaucoup dans le domaine de l'emploi des jeunes et je me dis pourquoi on ne tourne pas l'enseignement vers une utilisation pratique. Parce qu'il manque la pratique dans ce que nous faisons. Et pendant longtemps, je croyais que c'est juste la théorie qu'on sait faire. Et avec le Covid-19, j'ai vu tout de suite du concret apparaître. Je dis, mais tout ce potentiel-là était où avant? Et je dis, ça fait partie des leçons que nous devons tirer de cette pandémie-là pour qu'à la fin de la pandémie,
on puisse donner de nouvelles des orientations ou changer les orientations de nos systèmes éducatifs. On ne doit pas seulement bourrer la tête des gens. Mon ami est médecin. Je vais dire quelque chose qui ne va pas forcément lui plaire, mais parce qu'avant le Covid-19, j'avais l'impression que quand on forme les médecins ici, c'est juste pour adopter les protocoles étrangers et puis s'opposer à ce qui vient de chez nous. Et je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à présent on ne développe pas une relation entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle ici. Parce que la plupart des médicaments, on nous dit que c'est à base des herbes, mais si c'est à base des herbes, nous, on a plus de flore ici qu'ailleurs. Et pourquoi on ne se sert pas de cette grande ressource-là pour pouvoir proposer quelque chose, faire des recherches et, comme il l'a dit, les recherches aussi manquent dans le système et si on intègre les recherches et on tourne la chose vers la pratique, je suis sûr que l'Afrique sera indépendante à un moment donné. On va revenir donc à notre sujet sur l'union, l'unité africaine en relation avec l'affaire Gbagbo. Paul Ameganko, est-ce que l'affaire Gbagbo peut constituer un ferment pour l'élan vers l'Union africaine? Dans quelles conditions? Oui, sans nul doute. C'est un procès historique. C'est le premier chef d'État africain qui a été traduit devant la Cour pénale internationale dans un contexte où l'opinion publique africaine considérait la CPI aussi comme l'un des outils ou des mécanismes impérialistes de la domination par le reste du monde du continent africain. Et donc, le processus qui conduit à sa libération et celle de Charles Blé Goudé prouve à suffisance que l'Afrique doit réinventer des mécanismes juridictionnels endogènes pour régler les problèmes de violation des droits de l'homme ou pour encourager la protection et la défense des droits humains sur le continent. Et cela donne également le ton et le substrat aux différentes initiatives qui avaient été entreprises pour justement juger certaines personnes, autorités ou non, qui avaient commis des violations massives des droits humains, que ce soit la Cour pénale spéciale de Rwanda, la Cour pénale spéciale de la Centrafrique actuellement, la Cour spéciale africaine qui a jugé Hissène Habré, et j'en passe. Et donc, ce sont des procès qui avaient quand même été mieux compris et acceptés par l'opinion publique africaine, mais qui n'étaient pas rentrés dans les mécanismes mondiaux de règlement de tel genre de crimes ou de violations massives des droits humains, puisque beaucoup de pays africains ont souscrit aux différents protocoles, aux différents pactes et traités qui protègent les droits humains. Le second facteur tient à l'innovation particulière à l'Afrique, qui consiste à aller à une justice transitionnelle à travers le processus vérité, justice et réconciliation. Ce processus que la Côte d'Ivoire elle-même avait adopté parallèlement au recours à la CPI. Et donc, le retour de Gbagbo de la CPI devrait sonner le glas du renforcement du processus de justice transitionnelle en Afrique. Parce que ce que nous devons considérer se situe à trois dimensions. D'abord, la dimension humaine.
qui voudrait qu'il faut absolument une réparation pour les victimes de ces guerres, de ces exactions. La deuxième dimension est beaucoup plus politique. Il faudrait disposer des institutions africaines politiques capables de protéger les droits des citoyens. Et la troisième dimension, c'est la capacité pour les institutions de prévenir à l'avenir la réédition de telles violations massives des droits humains. Et donc, la justice transitionnelle semble aujourd'hui être une solution qui devrait être prise en compte dans la nomenclature juridictionnelle au niveau de l'Union africaine, de sorte que nous puissions développer des mécanismes, des outils qui permettent réellement de procéder à la réconciliation au niveau des sociétés et des nations qui ont traversé des moments difficiles comme la Côte d'Ivoire, et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays du continent. Et aussi que les exemples réussis, comme la Cour spéciale africaine pour le Sénégal, pour Hissène Habré, et les cours pénales spéciales, comme pour le Rwanda et la Centrafrique, soient dotés de moyens suffisants, de légitimité adéquate pour régler de tels problèmes par des mécanismes endogènes à l'Afrique. Il faudrait plaider que l'ONU reconnaisse de tels instruments et de telles initiatives, surtout la justice transitionnelle qui n'a été plus expérimentée qu'en Afrique dans les instruments globaux de règlement des problèmes liés aux violations massives des droits humains. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission. Comme il y a quoi? Alors, après la pandémie, on va faire des projections. L'Afrique sera-t-elle plus unie ou plus divisée? Plus unie ou plus divisée, je ne pense pas que l'Afrique sera plus divisée. J'espère que mon micro marche. Ouais. Ils vont pouvoir régler. Donc, je disais que je ne crois pas que l'Afrique sera plus divisée parce que apparemment il n'y a pas eu de problème véritable qui ait divisé les Africains pendant cette pandémie. Il me semble qu'il y a un petit souci avec votre micro. Je tente de redemander à Dr Oni ce qui peut changer dans la gestion du système sanitaire après la pandémie à coronavirus. Qu'est-ce qui pourrait changer après la pandémie à coronavirus? Je crois déjà que les Africains ont su avec cette pandémie qu'ils peuvent faire quelque chose malgré le peu de moyens. Donc déjà, il faudrait que nous axions nos moyens sur les équipements et que nous puissions veiller vraiment à mettre en place le budget nécessaire pour arriver à soigner les populations. En plus, il faut que les formations puissent être faites de manière à vraiment faire face à ce que nous rencontrons sur le terrain. Nous n'avons pas les moyens des pays développés, mais nous pouvons, avec les moyens, si ces moyens nous sont offerts, arriver à faire quelque chose pour la santé de nos populations. Et il faut peut-être ajouter qu'en termes de recherche, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour trouver des remèdes endogènes au coronavirus. Il faudra peut-être élargir cette palette et répertorier les maladies les maladies tropicales et chercher à trouver des réponses adaptées au plan local. Forcément, comme M. Akpal l'avait demandé, ce n'est pas que la médecine traditionnelle ne veuille pas travailler avec la médecine conventionnelle, mais c'est que pour le moment, on n'a pas encore trouvé les outils d'amarrage qui permettent à la médecine traditionnelle de s'exprimer totalement en médecine conventionnelle et à la médecine conventionnelle de pouvoir aller vers la médecine traditionnelle.
la médecine conventionnelle doit mieux se divulguer pour que les gens puissent mieux la connaître. La médecine traditionnelle doit nous faire des preuves de tout ce qu'elle propose. C'est ce que nous attendons. Mais tout ce qui est mis en place actuellement doit être affiné, proposé, accepté pour que nous puissions les utiliser pour le bien de notre population. Premier pas, Oui. l'Afrique après pandémie. Oui. Comme j'ai commencé à le dire, l'Afrique après pandémie, je ne trouve pas de raison suffisante pour dire que l'Afrique sera plus divisée avec la pandémie ou plus unie. L'Afrique restera l'Afrique. Il y a eu sûrement dans la gestion de cette crise de petites frustrations par-ci, de petits problèmes par-là. Mais les problèmes conjoncturels ont toujours entraîné des divisions, mais ça a toujours été aplani. Même les problèmes politiques. Vous prenez la crise de la Libye, par exemple, cette crise a divisé aussi les Africains. Il y a beaucoup de problèmes qui ont toujours divisé les Africains, mais l'Afrique a toujours réussi à aller au-delà de ces problèmes conjoncturels et après s'est retrouvée toujours unie. Et à mon avis, l'Afrique sera plutôt plus forte. L'Afrique sera beaucoup plus forte parce que la pandémie a servi de déclic quand même pour que les gens prennent conscience d'un certain nombre de faiblesses que nos États avaient jusqu'ici. Et comme Dr Oni a commencé à lancer la réflexion tout à l'heure, je crois que tous les États feront leur bilan de la gestion de cette crise. Chaque État tirera ses leçons et aussi partagera ses leçons avec les autres. Et quelque part, une synthèse se dégagera et donnera des orientations aux États après cette crise. Et je pense que la crise ne fera que renforcer l'Afrique. Alors, je vais terminer donc avec Paul Amegapo depuis la Guinée. Paul, à la fin de chaque crise, généralement, on remarque qu'une grande puissance entre en déclin et favorise l'émergence d'une nouvelle puissance. À la fin de coronavirus, est-ce qu'une grande puissance va perdre son hégémonie? Est-ce que l'Afrique va émerger et dans quelles conditions? On va terminer avec cette question. Naturellement que la fin de coronavirus sonnera le glas du complexe d'infériorité de l'Afrique vis-à-vis du reste du monde. Naturellement que la communauté des scientifiques seront beaucoup plus interpellés durant ce processus de riposte contre coronavirus, qu'il serait développé des réflexes qui permettront de réfléchir ensemble pour finalement redonner confiance aux solutions endogènes que l'Afrique pourrait trouver. Il faudrait donc, dès la fin de cette pandémie, que l'Afrique codifie l'ensemble des procédés qui l'ont aidé à pouvoir surmonter cette pandémie. Et ça, c'est sur le plan sanitaire. Au-delà, sur le plan économique, il ne fait aucun doute que chaque pays ayant été frappé par la pandémie s'occupe beaucoup plus de sa population. Et donc, l'aide publique au développement n'est plus quelque chose qui est acquise pour les pays africains. Il va falloir que l'Afrique développe sa propre résilience économique pour faire en sorte que des instruments permettant de mobiliser des ressources financières suffisantes pour faire fonctionner l'Union africaine, pour faire réaliser les projets de l'Union africaine, soit des instruments financiers endogènes. Sur le plan politique, Covid-19 devrait suffisamment exposer les lacunes de nos pays dans la délivrance des services publics aux populations. Et donc, les dirigeants seront de plus en plus redevables aux populations. Et donc, naîtra
une forme de démocratie beaucoup plus exigeante vis-à-vis des dirigeants et que s'instaurera un nouveau mode de gouvernance beaucoup plus orienté vers la transparence. Parce qu'aujourd'hui, Covid-19 nous amène à intégrer beaucoup plus l'utilisation des nouvelles technologies. Ce que jadis l'Afrique avait exigé sous le format de gouvernement ouvert, c'est-à-dire open government. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller vers une gouvernance ouverte où les informations publiques doivent être accessibles à tout le monde, où les dirigeants devraient communiquer et être plus généreux en termes de partage d'informations. Et donc, les paradigmes changeront sur le plan politique également. Pour finir, Covid-19 appelle à ce que l'Afrique soit plus représentée au niveau du concert des nations, surtout des Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, mais aussi à travers l'OMS, où l'Afrique doit faire entendre de plus en plus sa voix. Merci beaucoup Paul Amegakwe pour votre disponibilité et votre brillante participation depuis Conakry en Guinée. Je rappelle que vous êtes le représentant résident du NDI, National Democratic Institute sur place. Merci, à très bientôt Paul. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci infiniment Komi Akpa, le directeur exécutif de l'ONG PACID et vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de ECOSOC. Merci également au docteur Oni Djanikpo. Merci d'être passé. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci aux téléspectateurs aussi pour leur participation. Dans un instant, une nouvelle édition de journal. Merci à l'équipe technique qui nous a aidé à la réalisation de cette émission. À très bientôt.